Un, deux, ouais, c'est bon. On va reprendre, s'il vous plaît, pour pouvoir tenir le timing. Si, c'est bon. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Monsieur le Président, on s'assoit. Tu ne montres pas l'exemple, c'est le bordel. On va commencer, hein, ça va faire venir les retardataires. On va continuer donc avec la deuxième séquence. Alors là, plutôt des services, je vais dire périphériques, dans le sens où ils ne sont pas du quotidien, mais n'y voyez aucun caractère péjoratif. Ils ont toute leur importance dans la vie du quotidien des usagers. On va commencer par Éric le rigoleur pour la partie aménagement. Donc Éric, 5 minutes, je vous fais confiance. C'est parti, ça marche, oui. On va essayer de tenir les 5 minutes. Donc, mesdames, messieurs les élus, chers collègues, donc je vais vous présenter moi la feuille de route aménagement qui traduit donc les orientations et les actions à développer qui font suite à l'audit KPMG. Donc, quelques mots sur ou quelques chiffres plutôt significatifs de l'agglomération sur son territoire. Tout d'abord, l'agglo, c'est 600 km², représenté donc par les 32 communes qui la composent. Le parcellaire qui appartient à l'agglomération, c'est environ 5,5 km², qui représente à peu près 1% du territoire. Mais c'est aussi 47 parcs d'activités économiques pour lesquels l'agglomération est gestionnaire et qui représentent pour cette activité-là environ 10 km², donc en gestion Saint-Brieuc-Agglo. Et enfin, l'agglomération est propriétaire et gestionnaire d'environ 140 bâtiments communautaires pour à peu près 115 000 m² de surface de plancher. Tous les chiffres présentés donc dans la diapositive précédente supposent que l'agglomération se doit d'être exemplaire et responsable dans la gestion de son patrimoine, qu'il soit foncier ou immobilier. Effectivement, le sol, comme ressource à préserver, doit se positionner au même titre que l'eau, l'air, la biodiversité. Effectivement. S'ajoute à cela le cadre réglementaire et notamment la loi climat résilience d'août 2021, renforcée par le STRADED régional de 2020, qui marque une nouvelle étape donc, pour concilier la non-artificialisation des territoires et la poursuite de leur développement. 3 grands champs d'intervention pour l'agglomération ont été identifiés, qui sont impactés pour autant de défis et qui sont représentés sur la gauche par les petites flèches qu'on a pu représenter, nous, à travers le foncier, le bâtiment et l'aménagement. On pourrait dire le foncier, la petite flèche rouge, le bâtiment, la flèche rouge, pardon, la flèche jaune qui pourrait être le foncier, donc tout ce qui touche au sol, et puis la flèche bleue représentée par les réseaux, l'aménagement. Le premier, donc, le foncier, qui vise la sobriété foncière via une logique de densification du tissu urbain et aussi la reconversion des friches, qu'elles soient industrielles, hospitalières, tertiaires, avec notamment l'exemple sur Saint-Brieuc du totem des entreprises. Le bâtiment, c'est intégrer les implications du décret tertiaire, notamment dans la gestion bâtie, qui a été pour tout bâtiment en fait, public de plus de 250 m², on a un objectif de réduire les consommations énergétiques des bâtiments. Et tout bâtiment supérieur à 250 m², c'est quasiment tous les bâtiments de l'agglo sont concernés par ce décret-là. Et puis, en termes d'aménagement, c'est accentuer donc le modèle de conception de l'aménagement pour tous les projets qui sont portés par l'agglomération ou par les communes. Donc ça passe par la désimperméabilisation des sols et notamment la mise en œuvre de l'AJEP, dont on parlait ce matin avec Céline et François. La renaturation écologique, mais c'est aussi l'application du plan paysage, la création d'îlots de fraîcheur urbains et j'en passe.
Les actions concrètes donc pour 2022, qui sont un peu notre ligne de conduite, c'est la définition donc d'une politique globale foncière et d'aménagement à travers un SDIF, un schéma directeur immobilier et foncier, pardon, qui fixera donc les perspectives d'optimisation de la gestion patrimoniale. Donc deux axes de travail. Le premier, c'est un outil dont on a fait l'acquisition en fin d'année dernière, un logiciel dénommé Aztec qui va nous servir pour optimiser la gestion patrimoniale. Alors vous me direz, un logiciel, ce n'est pas lui qui va faire le travail, c'est un outil. Il faudra le renseigner et puis le faire vivre, effectivement. Mais ça doit nous permettre une certaine réactivité dans la gestion de notre patrimoine et d'être plus performant dans cette gestion-là. Mais c'est aussi des moyens humains, avec un contrat de projet donc sur 1 an, pour déterminer le cadre stratégique de cette nouvelle gestion immobilière. Là encore, que ce soit sur le foncier bâti ou non bâti. Avec une petite frise en bas, donc j'irai assez rapidement. C'est un contrat de projet qui prendra effet au 1er mars. Et l'idée, après une réflexion interservice, puisque ça touche l'ensemble des services et les compétences de l'agglomération, bien sûr en associant les élus référents, se soldera par un marché à la fin d'année qui missionnera un bureau d'études pour l'élaboration de ce schéma directeur foncier. L'autre champ attendu et les autres actions concrètes pour 2022, c'est la clarification du champ d'interaction et d'intervention et le renforcement de la gouvernance des différents acteurs de l'aménagement. Alors, on en a recensé 2. Effectivement, ce n'est pas les seuls intervenants sur le territoire, puisque on retrouve au département l'ADAC et sur toutes les structures privées et bureaux d'études privés. Mais en tout cas, ce qu'on recense à l'agglomération, c'est donc les services communs mutualisés, avec différentes échéances qui sont le fruit d'une mutualisation avec la ville de Saint-Brieuc, avec notamment l'architecture, l'aménagement, les déplacements, qui réalisent des prestations de services pour le compte des communes ou pour les besoins propres de Saint-Brieuc Agglomération. Je l'ai cité aussi, même si on n'est pas sur des services mutualisés et qui touchent à l'aménagement, mais qui participent en tout cas à sa pérennité, c'est la mise en commun de matériel via le centre d'exploitation pour la réalisation des travaux d'entretien de la voirie. Et puis en parallèle donc des services communs mutualisés, on a la SPL Baie d'Armor Aménagement qui intervient pour le compte des communes en délégation de maîtrise d'ouvrage, sous mandat, voire en concession complète. Les gains attendus, donc c'est effectivement trouver une synergie entre ces deux entités pour une meilleure efficacité et puis aussi et surtout une satisfaction des communes qui restent les donneurs d'ordre et qui sont nos principaux interlocuteurs. Là aussi, l'essentiel est de permettre et d'avoir une clarté du positionnement de ces deux acteurs, puisque en fait, on se réfère à une délibération de 2013, donc quasiment une dizaine d'années maintenant, qu'il convient de dépoussiérer, on va dire, pour mettre en cohérence avec le contexte d'aujourd'hui et les moyens dont disposent les deux entités. Donc l'idée est de démarrer rapidement avec une réflexion conjointe entre l'ASPL et puis le service de l'agglomération, qui pourrait passer par une enquête auprès des communes avec des questions telles que quelle expertise est attendue et qui, on souhaiterait voir soldée au Conseil d'agglo de rentrée de septembre pour fixer cette nouvelle ligne de partage avec une gouvernance assurée et assumée. Merci de votre attention. Bon. Vous n'avez pas été bon dans le temps. Vous m'avez tout. Ah non. On va continuer avec Séverine Levour. Je dis ça parce que je les ai mis au défi de tenir 5 minutes. Bon, il y a déjà un éliminé. On a parlé de Koh Lanta tout à l'heure. Bon, vous n'avez pas passé l'épreuve. Madame Levour, à votre tour. Pareil. Je vais essayer de faire mieux alors. Voilà. Oh, vous aurez du mal à faire pire. Ouais. Donc, je vais
parler de transition écologique. Donc, c'est vrai qu'au niveau local, la transition écologique, c'est de nombreux défis du coup à relever, hein. Donc, nous sommes engagés dans le plan climat et énergie territorial. Et l'agglomération s'est fixée comme objectif de réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 par rapport à 2010. Également de porter de 5 à 20% la part d'énergie renouvelable locale dans la consommation du territoire. Et puis de diviser par 2 la consommation foncière par rapport aux 10 dernières années, pour aller vers le zéro artificialisation nette en 2050. Il y a d'autres défis, hein, la transition agricole et alimentaire, la préservation de la biodiversité, le développement de l'écomobilité, le développement de l'économie circulaire, la préservation de la ressource en eau, et il y en a encore d'autres. Donc tous ces défis sont inscrits dans des stratégies ou des documents cadres eux-mêmes inscrits comme dans les ambitions prioritaires du projet de territoire. Donc le service en porte certains et d'autres plus thématiques sont portés par les directions, puisqu'on est bien sur des sujets transversaux. Donc en 2022, on propose effectivement d'évaluer un petit peu l'efficience de nos actions dans ce domaine, et notamment dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du plan climat, hein, qui est prévu cette année, donc sur un plan d'action de 6 ans. Nous relançons en même temps le label, alors anciennement appelé de Citergie, qui aujourd'hui s'appelle Territoire à engager pour la transition écologique. Et puis, nous avons également commencé à travailler avec les directions sur un outil d'évaluation des projets de l'agglomération, donc sous l'angle de la transition écologique. Voilà, il existe les bilans carbone, mais il y a aussi d'autres outils plus transversaux. Donc voilà, on va approfondir ça cette année. Donc sur le plan climat, donc au-delà de l'animation transversale, le service porte aussi un certain nombre d'actions. On est engagé dans plusieurs appels à projets, donc des actions énergétiques, mais pas que. On cible un enjeu d'exemplarité et d'efficience donc sur la gestion sobre du patrimoine bâti de l'agglomération. Néanmoins, on doit faire face aujourd'hui à de grosses difficultés de recrutement aussi. On a un poste de thermicien vacant là, depuis septembre. Donc ça pose aussi la question de l'attractivité de la collectivité. Pour poursuivre sur l'énergie, donc l'étude KPMG a mis en évidence aussi un enjeu à re-questionner le périmètre de nos interventions au regard des autres acteurs en présence, notamment l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat, et le SDE 22, le syndicat départemental d'énergie. Donc il y a un complément d'études à lancer. Autre grand chantier du service, du coup, le projet alimentaire territorial, qui sera. Donc, nous sommes lauréats d'un appel à projet qui nous a permis d'obtenir des moyens pour mettre en place une stratégie, un plan d'action, mettre en réseau les acteurs et renforcer nos actions. Également, donc un domaine où il n'y a pas encore de document cadre ni de stratégie arrêtée, donc la biodiversité. Donc on propose en lien avec la direction environnement et salubrité de se positionner cette année sur un appel à projet qui devrait sortir FEDER pour proposer un projet à développer de 2023 à 2026. Donc pour conclure, donc la transition écologique, il y a une ambition assez forte inscrite au projet de territoire. Il y a, c'est vrai, pas mal d'opportunités de financement gouvernementales et même européennes dans le moment. C'est vrai qu'on a été plutôt proactif pour s'en emparer. Donc moi je reste sous forme interrogative. Quelles suites seront données à ces appels à projets et quels moyens humains et financiers à terme sur ces politiques naissantes pour certaines,
Merci. Merci, bah, vous avez été parfaite. Moins de 5 minutes même, hein. On va continuer avec Nolwenn Rouault, brillant, sur la partie développement économique et insertion. Nolwenn, à vous. Alors, tout d'abord, quelques chiffres clés 2021 pour la direction du développement économique. La direction a dû jongler avec 11 dispositifs d'aide aux entreprises, à la fois des dispositifs Covid, aide à la trésorerie et des dispositifs d'aide à l'investissement. Dans ce cadre, c'est environ 600 entreprises qui ont été aidées et 2,8 millions d'euros versés. C'est une année record au niveau des ventes de terrain, 21 ventes, le service foncier, je pense, s'en souvient, et un taux d'occupation est également très important dans notre immobilier économique, beaucoup de commercialisation. En matière d'insertion, c'est plus de 2200 personnes qui ont franchi la porte du point accueil emploi et 49 000 heures d'insertion donc insérées dans les marchés publics. Alors, que nous dit KPMG par rapport à la direction du développement économique? En clair, il nous préconise de moins nous disperser, de prioriser nos actions, de redéfinir nos stratégies, sans doute sur certaines missions faire moins, mais mieux. En clair, privilégier la qualité plus que la quantité et puis réduire nos dépenses. Alors, qu'est-ce que ça donne en matière d'aide économique? Il va falloir nous sortir de la politique de guichet. En fait, on doit revoir les critères des aides aux entreprises, privilégier donc ces aides pour qu'elles aient un effet levier et non un effet d'aubaine. On va donc, en lien avec la transition écologique, aussi travailler des nouveaux critères. Ça peut être des bonus par rapport à la rénovation thermique, ça peut être aussi des bonus à l'entreprise lorsqu'elle met en place une RSE. Il faut vraiment mobiliser l'ingénierie du service entreprise pour qu'elle puisse accompagner les entreprises sur la durée, un accompagnement de qualité et pas seulement faire de l'octroi d'aide, et en lien évidemment avec l'écosystème de l'accompagnement d'entreprise. Alors justement, par rapport à cet écosystème, nous soutenons financièrement beaucoup de structures. Nous allons aussi regarder avec le service de finance de plus près ces soutiens financiers. Alors, certaines ont besoin, d'autres sans doute moins. Au niveau des zones d'activité économique, l'enjeu, c'est à la fois optimiser le foncier et optimiser le budget. Pour optimiser le foncier, on va engager une vraie politique de renouvellement de nos zones d'activité. Il y a beaucoup de gisements fonciers qui sont récupérables pour implanter des entreprises. On doit aussi, par rapport aux terrains qui restent encore à commercialiser, aux futures zones qui seront à créer, on va définir des règles d'implantation, sortir de la règle du premier arrivé, premier servi. Il va falloir qu'on regarde de plus près, effectivement, en termes d'implantation, ce qu'apporte l'entreprise pour le territoire en matière de valeur ajoutée, création d'emplois, création de fiscalité notamment. Pour retrouver des recettes, on va travailler sur les prix des terrains. Il y a des zones très attractives et le marché immobilier a flambé. Eh bien, il faut aussi qu'on s'ajuste et qu'on revoie nos prix. En matière de taxes d'aménagement, dans le cadre de la nouvelle loi de finances, on va réfléchir aussi à un versement partiel, certainement, de la taxe d'aménagement à l'agglomération. Il faudra qu'on y réfléchisse avec les communes. Il nous faudra donc être de plus en plus efficient pour la résorption de friches, c'est l'avenir. Les friches, c'est tout, voilà, ça va être nos terrains, nos fonciers de demain, et on va devoir travailler aussi à des outils efficients. On peut réfléchir à des mutualisations entre nos outils que sont la SEM et la SPL. Au niveau de l'immobilier économique, nous allons poursuivre la politique de développement de l'immobilier, mais dans un souci vraiment de territorialisation des emplois. On doit vraiment avoir une répartition équilibrée de notre immobilier sur le territoire. Poursuivre, dès que c'est possible, la réhabilitation des friches, comme on a pu le faire sur un certain nombre de projets. C'est le bâtiment de l'Ex-CAF, c'est le bâtiment du Coin des Malins Tréveneux, c'est les brasseries de Quintin. Et la réhabilitation de friches, c'est coûteux. Donc, il nous faut effectivement être en veille permanente sur les subventions. C'est ce que nous avons fait sur ces projets. Lorsque c'est possible, au cas par cas, dans une logique pragmatique, on verra aussi les loyers sur des zones plus attractives. Peut-être qu'il faut effectivement les augmenter. C'est un budget sur l'immobilier économique qui s'est beaucoup étoffé ces dernières années. Il y a beaucoup de projets, c'est dynamique. Et donc, nous allons engager avec le service des finances une prospective financière. En matière d'insertion sociale et professionnelle, alors l'insertion sociale et professionnelle, c'est une compétence facultative de l'agglomération. Et c'est un service qui a rejoint la direction du développement économique l'année dernière. Donc, ce service a été rattaché notamment vraiment pour lier ses forces au service entreprise dans un objectif de développement de l'emploi sur notre territoire. Il y a un vrai challenge à relever. On a d'un côté des entreprises qui peinent à recruter. Nous avons parlé aussi du CIS. Et d'un autre côté, on a un public nombreux qui est très éloigné de l'emploi. Donc, il y a un challenge qui est de faire matcher cette offre et cette demande. Et donc, pour ça, il faut qu'on définisse une vraie politique de proximité avec chacun des maires, une politique de proximité où on va aller vers les publics,
vers les entreprises, définir vraiment du sur-mesure avec elles, des parcours individualisés d'accompagnement, à l'instar en fait des expérimentations qui sont en train de se mettre en place sur le territoire, ces territoires zéro chômeur de longue durée, ces cités de l'emploi où on est sur cette politique de l'aller vers. En matière d'économie sociale et solidaire, nous allons donc en 2022 définir un plan d'action concret suite à toute la démarche de sensibilisation et de révélation des besoins du territoire, un plan d'action que nous lirons de manière pragmatique avec l'économie circulaire. Dernier point, pour nous cet audit, ça va nous permettre d'être plus efficientes dès cette année 2022, mais c'est une brique, c'est une première étape seulement, donc par rapport à un projet plus global, nous allons travailler avec M. Guillard et l'ensemble des élus sur la réactualisation de notre cadre économique stratégique qui date déjà de 2017 et qu'on doit réactualiser en lien avec le projet de territoire. Merci Nolwenn. Je vais demander à Sophie Courtois pour le tourisme de se prêter au pitch. Alors, l'enjeu du tourisme, c'est agir prioritairement sur 3 domaines. La notoriété de la baie. Il s'agit d'attirer, de faire revenir. On a vu tout à l'heure les problématiques aussi d'emploi et de difficultés à recruter. C'est la qualité du territoire, c'est proposer une variété d'expériences, de propositions. C'est pouvoir permettre au public de se divertir, de découvrir. Et globalement, on est sur les mêmes ressorts, qu'il s'agit d'occuper les habitants le week-end ou les visiteurs qui sont là pendant leur séjour. C'est organiser de manière vertueuse les flux, les déplacements. C'est organiser l'aménagement des sites de manière à mieux les protéger. Alors, le tourisme, c'est une activité économique. Au cœur sont les entreprises et ce qu'elles nous demandent, et notamment à l'Office de tourisme, c'est de conduire des actions qui permettent de promouvoir le territoire, d'accroître les retombées économiques, de mettre en visibilité leur offre, de les fédérer et d'apporter un projet qui soit clair. Alors, pour KPMG, l'efficience, 3 axes prioritaires. Élaborer une stratégie de développement touristique pour l'agglomération, travailler sur les recettes propres de l'Office de tourisme et optimiser le produit de la taxe de séjour. Alors, pour comprendre cette notion d'efficience, on a besoin de mettre un peu en contexte la mise en tourisme et notamment le constat d'une faible touristicité globale du territoire. Alors, comment est-ce qu'on évalue la touristicité du territoire? Ça croise plusieurs indicateurs. Le tourisme est transversal par essence. Et donc, on va vérifier la présence d'infrastructures culturelles, naturelles, du patrimoine, des transports, de l'accessibilité, des commerces, des infrastructures de tourisme d'affaires, des hébergements touristiques, des nuitées marchands. Et donc, ce constat de faible touristicité, il est à mettre en parallèle avec un environnement qui est particulièrement pauvre en termes de commercialisation d'offres touristiques. Et notamment, sur l'agglomération, on a peu de festivals ou de manifestations à rayonnement. On a peu de lieux culturels payants, notamment des musées, des centres d'art, centres scientifiques, parcs à thème, fondations. On a des équipements d'agglomération qui sont peu organisés pour l'attractivité des week-ends et des petites et grandes vacances. On a des sites naturels qui sont peu connus, référencés, et on n'a pas d'hébergement de plein air type Castres-Étoile avec équipement aquatique qui est susceptible de générer de l'attractivité. Et du coup, quand on parle d'efficience, alors là, en l'occurrence, on parle d'efficience pour l'Office de tourisme parce que c'est vrai que les moyens alloués à la direction du tourisme aujourd'hui ne permettent pas d'évaluer l'efficience. Donc, l'efficience de l'Office, on a trois leviers importants sur lesquels on a déjà engagé des choses. Concernant les recettes propres, pour ce qui est de la commercialisation de passes ou de ce qu'on appelle de produits touristiques, sans site payant ni traversée maritime, ça rend la commercialisation peu rentable au regard de l'ingénierie que ça nécessite. En revanche, on a 5 recettes qui sont importantes, notamment la première, qui sont les partenariats économiques. On en a 221, donc ce sont des entreprises qui acquittent chaque année une cotisation à l'Office. Et donc ces partenaires sont en hausse malgré l'augmentation du tarif en 2022, puisque les tarifs ont augmenté d'un petit peu plus de 10%.
L'Office a réalisé des économies. Elle a engagé une réorganisation profonde de son organisation tout en déployant des actions nouvelles. On a obtenu la marque qualité, on est classé catégorie 1. On a un nouveau site internet, notamment avec une intermédiation de réservation et de paiement en ligne. On anime les réseaux sociaux et on a déployé de nouvelles campagnes de promotion et de communication. Dernier levier qui est important et qui constitue une recette dynamique, c'est la taxe de séjour. Elle doit être intégralement utilisée au développement d'actions touristiques. Elle connaît un accroissement régulier puisqu'on a agi sur les taux déjà depuis un moment. On a augmenté les taux des 4 étoiles en 2019, qui constitue donc le taux le plus élevé du département. On a également augmenté le plafond des meublés au maximum en 2021, donc les meublés qui sont loués par l'intermédiaire des plateformes. Et en 2022, la cible, ce sont les hébergements 3 étoiles, qui constituent effectivement un levier supplémentaire. Le recouvrement de la taxe, il est assuré par l'Office de tourisme, qui a acquis un logiciel qui lui permet de suivre à la fois les déclarations et les paiements des hébergeurs. Alors, effectivement, il ne s'agit pas simplement d'économie, il s'agit également de projets. Et l'efficacité pour le tourisme, concrètement, pour l'avenir, il y a peut-être trois caps importants. Piloter un véritable projet de destination. Là, il s'agit d'embarquer les pros, d'embarquer les communes, de prioriser des sites de développement, d'avoir un vrai projet crédible qui nous permette de négocier des subventions. On doit avoir une vraie dynamique de co-construction. Le secteur du tourisme est transversal. On a besoin d'actionner des leviers à des échelles différentes et de faire sens entre plusieurs directions de l'agglomération. Et puis enfin, oser prioriser. L'introduction de subventions, de l'appui à l'ingénierie doit être ciblée. On ne doit pas se disperser et notamment, on pourrait envisager de faire vivre un calendrier des manifestations qui s'inscrivent dans de réelles perspectives d'attractivité. Et enfin, donc là, vous avez l'ensemble des échéances qui vont nous occuper en 2022 et en l'occurrence le lancement de l'élaboration d'une nouvelle stratégie de développement touristique qui va se nourrir notamment de celle de l'Office de tourisme, mais également d'autres lieux en articulation départementaux et destinations avec nous. Il va falloir agir sur une nouvelle augmentation des taux avec une délibération qui pourrait intervenir avant le 30 juin 2022. Et enfin, l'approbation d'un nouveau contrat d'objectifs et de moyens entre l'Office communautaire et Saint-Brieuc-Armor Agglomération, de manière à faire en sorte que l'Office de tourisme constitue un véritable outil stratégique de déploiement de la future stratégie qui sera approuvée. Voilà, je vous remercie. Merci Sophie. Et je vais demander pour finir cette séquence à Christophe Thèse, pardon, de se prêter pour le sport et la culture. Alors merci, bonjour. Alors avant tout, quelques éléments de contexte et chiffres clés, ne serait-ce que pour rappeler que le service ou les services de la direction s'inscrivent bien dans le cadre du projet de territoire, à savoir agir pour la qualité de vie en développant la richesse culturelle du territoire et en structurant les pratiques de loisirs. Alors, la direction, c'est 5 piscines pour 450 000 usagers par an, un pôle nautique, Rapprochez le micro de votre menton. un pôle nautique qui est le 3e club breton de par ses activités, des événements nautiques majeurs, un réseau de médiathèques avec 31 bibliothèques qui fait référence aujourd'hui. C'est une patinoire, la seule dans les Côtes-d'Armor. C'est une piste d'athlétisme qui, selon les dires des sportifs, est sur le podium breton. C'est un équipement culturel, la briqueterie, avec un nouveau projet d'établissement, un soutien financier aux associations sportives et culturelles pour plus de 700 000 €. C'est un golf, un hippodrome, la maison de la baie, les sports nature, une école de musique intercommunale et enfin un service de musiciens intervenants présents dans 25 communes et 60 écoles. Et cette liste n'est pas exhaustive. C'est dire que les 140 agents aujourd'hui du service sont en contact direct avec la population et au quotidien et participent aussi au rayonnement du territoire, à l'instar d'autres politiques. Malgré tout, il est nécessaire de se re-questionner pour améliorer et optimiser les différents services et répondre aux attentes de la population et des élus. Aussi, nous avons essayé d'identifier certains enjeux majeurs
pour répondre à la question de l'efficience publique. En premier lieu, renforcer l'ambition de SB2A dans les domaines sportifs et culturels. En effet, l'analyse des soutiens des événements, aux événements et associations sportives qui vont de quelques centaines d'euros à 40 000 euros avec une moyenne de 4 000 ne démontre peut-être pas assez clairement le projet politique. D'où l'intérêt d'adopter une stratégie de soutien aux événements et associations sportives en lien avec les ambitions politiques de SB2A. De même, il faudrait définir, ou plutôt préciser, une stratégie culturelle globale et partagée pour assurer une meilleure visibilité de son action. À titre d'exemple, en 2020, 56 structures accompagnées, dont 46 avec des montants inférieurs à 4 000 euros. D'où peut-être un sentiment d'attribution disparate. C'est pourquoi l'évolution des critères d'octroi de subventions apparaît souhaitable. En second lieu, renforcer la gestion et le pilotage performant en élaborant un schéma directeur des équipements et des actions pour une meilleure adéquation offre-besoin et par une recherche d'équilibre économique plus systématique. En optimisant également la gestion des équipements avec un pilotage de la masse salariale plus accru. En effet, certains ratios se situent peut-être un peu au-dessus de la moyenne. Et enfin, en activant les leviers d'optimisation des équipements, avec entre autres des travaux de sobriété énergétique dans les équipements énergivores. Pour information, les dépenses énergétiques en 2019 pour les piscines représentaient 700 000 euros. Pour finir, re-questionner et définir les périmètres d'intervention de SB2A. En effet, ne faut-il pas se réinterroger sur la place et donc la plus-value de SB2A pour l'exercice de certaines compétences? On peut citer par exemple la mutualisation des moyens RH pour l'enseignement artistique. Également, se re-questionner sur le mode de gestion de certains équipements, pour le golf notamment, régie ou DSP. Et enfin, l'intérêt communautaire. S'il est vrai que certains équipements pouvaient apparaître comme ayant un intérêt communautaire à 6 ou 10 communes, la question doit se poser alors que SB2A compte aujourd'hui 32 communes. Merci. Parfait. Je vais demander à Pierre Breteau de venir pendant 5 minutes nous partager un peu ses quelques réflexions sur ce qu'il a pu entendre, sur la façon dont on se trompe pas de feuille maintenant, Pierre, ça va? C'est bon? Vous pouvez redescendre si vous voulez, on va. Je rigole, je rigolais. Attends, je l'ai éteint. Vas-y, tenez, c'est pour vous. Au fur et à mesure, la feuille raccourcie. Donc, pour la troisième synthèse, je vais finir avec un post-it. Merci aussi de cette table ronde. C'est intéressant de voir comment vous réappropriez toujours les conclusions. Peut-être pour introduire cette deuxième table ronde, et puis là, avec cette deuxième round de pitch, et puis la table ronde qui arrive, on va mettre le doigt là où ça fait mal. Le doigt où ça fait mal, c'est quand on dit à des élus, il faut choisir. Et de fait, parce qu'on est au cœur de la décision politique, finalement. C'est toujours plus facile de dire, bon, ils n'ont qu'à mieux s'organiser. C'est un problème de service. Ils ne payent pas assez. Ce n'est pas très agréable quand on annonce une hausse de taux ou une hausse de tarif. C'est un mauvais moment à passer, mais globalement, comme 3 mois après, la plupart des usagers contribuables peuvent avoir une mémoire de poisson rouge. La décision est presque plus facile à prendre. Par contre, quand on vous dit, que fait-on? Comment le fait-on? A-t-on raison de le faire? Est-ce qu'on sert à quelque chose? On touche au cœur, là je parle vraiment aux élus, on touche au cœur de la décision politique. Et il y a beaucoup de choses qui l'ont illustré ce matin, alors dans cette table ronde, dans la table ronde aussi de la première table ronde de ce matin, et puis dans celle de cet après-midi que je connais déjà. Mais je vais prendre des exemples qui viennent de nous être partagés. Honnêtement, à part se faire plaisir politiquement, une subvention de 1 000 € à une entreprise qui fait 15 ou 20 millions de chiffre d'affaires, vous lui envoyez un signal politique, on est d'accord. Mais on est aussi d'accord que ça ne sert à rien. Pour être très trash, comme dirait ma fille. Et donc,
La somme de ces 1 000 euros, la somme de ces 400 euros, par exemple, c'est une question. Elle est dure, hein, j'ai bien conscience, mais je suis là pour ça. Mais elle est dure, cette question. Mais la somme voilà, fait que cette question est légitime. Vous l'avez très bien posée, et dans les aides économiques et dans les aides sportives et culturelles. Alors bien sûr qu'on envoie un signal, bien sûr qu'on. Mais c'est la question de, finalement, est-ce que quand on intervient dans ce registre-là, on a un effet levier? Est-ce qu'on sert à quelque chose? Alors, soit vous produisez un service public, de l'eau, de l'assainissement, hein, transport, soit une agglo, son rôle aussi, c'est parfois de permettre quelque chose. Mais est-ce que on permet vraiment quelque chose? Et donc ça pose la question du périmètre. Et pour se protéger, il faut qu'il y ait une stratégie partagée. C'est-à-dire que, finalement, si les décisions de cette nature, elles sont prises, au gré des circonstances, c'est extrêmement compliqué pour les services, parce qu'il y a pas de cap, pour les élus, parce qu'il y a pas de discours à tenir, et donc effectivement, il faut définir des stratégies d'intervention. C'est vrai pour les aides éco, c'est vrai pour les aides au monde, sportif, et culturel, c'est vrai pour votre positionnement sur l'insertion, et cetera. Donc cette question, elle est vraiment essentielle. C'est quel est notre bon périmètre? Où est-ce qu'on rend du service? Ou où est-ce qu'on produit un effet levier utile? On parlait tout à l'heure du PCAET, voilà. Est-ce que cette action-là, elle produit un effet levier? Elle fait que le territoire est en train de changer de trajectoire ou pas? Ça pose d'ailleurs la question de l'évaluation des politiques publiques, qui est très compliquée, hein. Voilà, et c'est cette question qui est au cœur aussi de l'audit qu'on a mené, avec toute la modestie, qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'on a, mis des coups je le disais tout à l'heure, je ne sais plus qui en discutant, on a mis des coups de lampe de projecteur à des endroits en disant: «Mais regardez, mais bien sûr, la réponse est plus compliquée. Et donc la question finalement, les questions, elles sont simples en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça les services le savent et puis on essaie de le mettre en lumière. Comment le fait-on? A-t-on raison de le faire? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à arrêter pour mieux se concentrer sur d'autres sujets? C'est toute la question extrêmement compliquée du périmètre de l'action publique. Et parfois, il faut peut-être mieux laisser à d'autres de faire ou heu, venir juste combler le trou dans la raquette. Je vais prendre un exemple du trou dans la raquette qui est, le positionnement de vos politiques d'insertion. Ça a été dit tout à l'heure. Heu, cette compétence, normalement, c'est pas celle d'une agglo. Heu, juridiquement, en quelque Mmh. sorte. Voilà. On est plutôt dans les compétences partagées, d'une part entre le département et l'État. Mais mais il y a un trou dans la raquette. Ce trou dans la raquette, c'est le lien entre les personnes éloignées de l'emploi et le tissu économique. Et ça, il faut une maille assez fine. Donc c'est peut-être juste là qu'il faut agir et laisser les autres faire leur travail. Peut-être, j'émets une hypothèse. Voilà, je ne dis pas que j'ai raison, hein, surtout pas. Mais c'est comme ça qu'il faut se poser les questions de la redéfinition du périmètre des politiques publiques. Et il faut se la poser d'une deuxième façon, l'effet levier, la valeur ajoutée, est-ce que ça sert à quelque chose? Et on l'a très bien vu dans les exposés, là où les choses se compliquent, c'est qu'elles sont entièrement transversales. Peut-être que une petite subvention sur tel registre, si on raisonne purement politique publique, n'a aucun intérêt. Mais peut-être que, au titre d'une politique transversale, elle peut avoir sa légitimité. Ah, et non, ça se complique. Voilà. Peut-être que ma subvention de 1 000 € n'a aucune utilité sur le résultat de l'entreprise, sa pérennité, son ancrage dans le territoire. Mais peut-être que c'est cette subvention de 1 000 € qui va engager la transition environnementale dans le tissu, dans cette entreprise-là. Peut-être. Alors, en réalité, il ne faut pas se tromper, elle est utile et l'effet levier, il est produit au titre d'une autre politique. Voilà, je fais que de mettre des problèmes sur la table, mais je voulais, essayer voilà, de dire à travers ces exemples-là et pour introduire la table ronde sur la redéfinition de les politiques publiques, c'est il faut avoir le courage de se poser la question de la valeur ajoutée de ce qu'on fait. Dans nos collectivités, les politiques publiques, elles se sont les actions, plus que même les politiques publiques, c'est de la sédimentation, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que petit à petit, couche après couche, les choses se sont additionnées et on a tendance collectivement à ne pas revisiter. Et s'il y a une chose à laquelle j'espère cet audit sert et sa réappropriation par les directions, puis par les élus, c'est de se dire il faut qu'on aille creuser dans la couche sédimentée pour regarder ce qui s'y fait.
Je vais prendre un dernier exemple. Je- qui est la valeur de la tarification des ventes de terrain. Je prends cet exemple-là. Nous, ça nous a frappé tout de suite. Mais évidemment, on arrive. En plus, on n'arrive pas trop loin quand même, mais déjà avec une vision fausse. Voilà. Bon, à un moment, on dit, mais regardez le prix de marché à côté. Cette zone, elle est hyper attractive. Euh, L'entreprise, elle viendra, en fait. Vous inquiétez pas. Oui. Si la zone est attractive, si elle est requalifiée, elle va venir. Et pourquoi finalement l'espace qui est privé juste à côté, lui, serait vendu 25% plus cher? Alors bien sûr, il faut résister, parce que le chef d'entreprise va dire: «Ouais, quand même, vous exagérez la collectivité, avec ce que je paye comme impôt, puis en plus, nanana.» Bien sûr qu'il va vous dire ça. Mais au fond, s'il a envie d'être là, il ira là. Et donc, du coup, cet argent non capté, vous pouvez le réinjecter, par contre, dans des zones moins attractives, dans de la requalification de friches, etc., etc., et donc au service du projet. Voilà, creuser dans la couche, sédimenter et avoir le courage parfois de dire: «Ce qu'on fait ne sert à rien». Bon courage. Merci Pierre. Je vais demander à Michael Cosson, Hervé, Guillard, Christine, mais toi, levez-vous, n'ayez pas peur, vous allez venir me rejoindre. Pascal Prideau, je crois que Thibaut Guignard n'est pas là, je ne l'ai pas vu. Jean-Marc Labbé et Thierry Simelière. Jean-Marc Labbé n'est pas... S'il est là, pardon. Oui, oui, comme vous souhaitez tous. Moi, je vais me mettre là. Alors, on va se prêter au même exercice que tout à l'heure. On va vous faire rebondir. Moi, on va commencer par Christine parce qu'il fallait bien une femme, puis elle avait surtout pas envie de parler, elle m'avait dit, donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et moi, en fait, je vais rebondir directement sur ce que Pierre vient de dire. Christine, vous faites plaisir ou vous faites plaisir aux gens quand on fait de la politique locale à l'échelle de l'agglo? C'est certainement pas, l'objectif premier de faire plaisir, hein, parce que je pense que les élus que nous sommes, ça fait longtemps qu'on a compris qu'il ne fallait pas attendre ce retour de plaisir. Non, fort heureusement, c'est quand même beaucoup plus, sérieux que ça. Moi, je voulais réagir effectivement à ce que j'ai entendu à la fin. Alors, autant, je dirais, sur mon secteur, donc culture et sportif, on n'a pas peur de creuser dans les sédiments, de regarder. D'ailleurs, je dirais, ce sont des propositions qui avaient déjà été faites depuis plusieurs années par, le directeur, de l'époque de ce secteur, qui constatait effectivement un empilement Mmh. qui pouvait exister, hein, puisque c'est l'histoire qui conduit à ça. Et il est évident que la fusion de nos territoires a fait que des dispositifs se sont juxtaposés et qu'il nous faut effectivement aller vers déjà cette harmonisation des différents dispositifs, qu'ils soient culturels ou sportifs, et nous espérons bien en dégager justement une rationalisation, notamment dans le domaine RH de nos équipements sportifs. Ça, c'est une chose sur laquelle, bien évidemment, nous allons nous pencher. Par contre, où je ne suis pas forcément d'accord, c'est avec la vision, je dirais, de clarification, dont on voit bien qu'il y a quand même toujours cette orientation uniquement financière. Financière, oui. Et il faut peut-être rappeler aussi la particularité de de ces secteurs culturels et sportifs qui sont complètement partagés au minimum avec les collectivités pour la plupart, mais aussi avec tout un monde, qu'il soit associatif, alors avec un aspect marchand ou non. Mmh. Ça, c'est très important. Et puis, je dirais, il faut absolument, penser aménagement du territoire. Parce que là où une petite subvention, effectivement, n'aura pas forcément cet effet levier, mais uniquement financier, l'effet levier, il peut être vu de façon très différente. Il peut être vu également comme une reconnaissance. C'est-à-dire, mon action a été accompagnée, subventionnée par l'agglomération, qui y trouve donc un intérêt, et ça permet également parfois d'aller voir d'autres partenaires Oui. institutionnels également. Ça ouvre des portes. Ouais. Voilà. Dit. Et puis, c'est aussi une façon pour les élus, quel que soit leur emplacement sur notre territoire, d'avoir cette reconnaissance de ce qui vit au plus près d'eux. Donc, attention, parce que pousser très loin cette logique financière va forcément se heurter à un moment donné à l'attente également des élus.
Et là, nous le voyons très bien, parce qu'au niveau des critères de subvention, notamment culture, on a prévu de les faire évoluer, parce qu'on s'aperçoit que ce qui correspondait à une douzaine de communes ne correspond pas forcément à 32. l'attente de nos collègues des 32. Et là, moi, je dirais que la tendance, ça serait plutôt de continuer à accompagner des événements qui ne sont pas majeurs, mais qui sont extrêmement importants pour certains endroits du territoire. Donc, toute la difficulté va être de trouver où mettre, Quelle où variable, mettre ce quel curseur. critère, ouais. Hervé, sur la partie développement économique, parce que c'est ta partie, est-ce que tu partages le fait que sur la notion d'attractivité, Saint-Brieuc agglomération se vend pas assez cher ses terrains? Si on sur ce principe-là, partons d'un principe, mais après, élargissons à ce que tu as pu retenir là, mais il Oui, fallait. tout à fait. Il y a une rentabilité qui pourrait être utile pour l'agglomération qu'on ne met pas encore assez en valeur, mais parce que le temps a changé. Ouais. Il y a 5 ans, ça marchait pas. On est dans un changement de. En fait, on doit s'adapter au moment. Donc, on a sûrement une rentabilité meilleure sur certains terrains qui viendra compenser un déficit lié à une stratégie concurrentielle par rapport aux autres agglos. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est toujours à la frontière d'une autre. Et alors, comment on fait pour vous rendre plus réactif? Parce que c'est la difficulté de vos secteurs, c'est que vous avez une réactivité qui est un tout petit peu moins rapide que le secteur marchand. Comment on fait? Je dirais tout bêtement, pourquoi les prix n'ont déjà pas évolué depuis 1 an? Ben, c'est fait. En fait, Voilà. je crois qu'à chaque conseil Pierre d'agglo, Pierre est parti, mais on a ou une je est machine parti, à mais produire des ouais, ouais. délibérations sur les tarifs. Alors, on est obligé de passer par la forme administrative de la Oui, c'est délibération. comme ça, c'est, OK. c'est Mais je regarde Nolwenn, mais je crois qu'on a dû faire une dizaine de délibérations depuis 2 ans ouais. pour bien s'adapter. Oui, c'est parce que je pense qu'il a l'image d'il y a 1 an quand il a commencé l'audit, donc il n'a pas Ouais. l'image de maintenant, ça on est d'accord. Mais, Il est parti, alors je sais pas où il est parti. mais ce qui est, Hein? ce qui est compliqué, c'est que dans cette période-là, on a été obligé de saupoudrer et d'en donner à tout le monde. Oui, ça on Parce que est l'objectif, c'était pas de faire du qualitatif, c'était de s'assurer que toutes les entreprises et les commerces aient une aide. Mais demain, ça va changer. Il oui, va ça falloir qu'on oui, change. ça on est tout à fait on reviendra à un système peut-être différent dans les critères, mais on sera plus sur de l'intervention très très ponctuelle et liée à un contexte. Thierry, qu'est-ce que le tourisme, on a beaucoup parlé de ça? Ah, le tourisme, c'est Michael. Oui, c'est Michael et oui, oui, je parlais plutôt du maire de station touristique. Mais Ah bah, je voulais juste rappeler que Michael l'agglomération, après. ça s'appelle, la devise, c'est la terre, la mer et un avenir en commun. Il est vrai que depuis ce matin, on n'a pas beaucoup entendu parler des côtes ni de la mer. Donc, il est nécessaire que j'en parle. Je vais Ouais. en parler de façon très très courte. Donc, il y a eu le choix qui a été fait d'une délégation autour des politiques de la mer, portuaire et nautique. Et depuis le 1er janvier, il y a la création d'un pôle maritimité. Donc, c'est un travail qui est en construction, mais qui est aujourd'hui construit. Et le travail qui nous a été demandé par le président, c'est de construire une stratégie maritime qui est prête, donc qui fait partie effectivement du développement économique. Donc j'ai 3 messages à faire passer quand on rencontre tous les acteurs autour des activités maritimes, que ce soit la pêche, l'aquaculture, le nautisme. Il y a 3 axes. C'est l'accompagnement économique, ça c'est sûr. Deuxièmement, c'est tout ce qui concerne la formation aujourd'hui, avec des vraies filières, et l'innovation. Donc on voit bien que sur ces 3 axes, on va trouver une politique transversale, et la mer, pas que la terre, doit trouver sa place dans le projet de territoire. Donc il y aura nécessité d'une coordination. Après, on peut, avec les acteurs économiques, mais on peut aussi, lorsqu'on parle de la stratégie autour de la mer, avoir des champs plus larges. On va parler des produits de transformation de la mer, on va parler de la valorisation des déchets coquillers. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une stratégie, elle est prête, mais c'est un chapitre qu'il va falloir coécrire. On voit que c'est d'être à 32 avec un territoire qui touche la mer et la terre, c'est beaucoup d'enjeux pour vous, parce que chacun, Michael, sur la partie alors, de manière touristique, et puis la partie autrement globale sur ce que tu as pu Alors, retenir de. effectivement, tout d'abord, je voudrais féliciter les services pour le travail qui a été mené, Ouais, ouais. puisque c'est une manière de pouvoir avoir une vision transversale de l'agglomération des différents services. Donc ça, c'est une bonne chose déjà. Et c'est un enjeu pour demain. C'est-à-dire que c'est très important si on veut évoluer et se démarquer de d'autres territoires. D'un point de vue touristique, si on pouvait retenir une chose, c'est effectivement, on n'est pas avec un équipement qui va drainer 500 000 personnes à l'année. On n'est pas non plus avec un site qui nous permet de pouvoir drainer du monde, mais il nous faut justement nous démarquer à travers les atouts dont on dispose. Et les atouts dont on dispose, c'est tout simplement notre territoire, notre paysage, notre taille humaine. Et à partir de là, en fait, c'est de pouvoir réussir à
à mettre en avant tout cela. Et aujourd'hui, le contexte tel qu'on peut le connaître met en avant que les gens recherchent des grands espaces, recherchent à retrouver non pas un tourisme de masse, mais plutôt un tourisme où ils puissent se sentir un habitant temporaire. Et tout ce qu'on va faire comme travail pour que, justement, à destination de ces touristes, c'est autant d'actions qui vont être menées à destination de notre population, qui, le temps d'un week-end, comme l'a expliqué Sophie, ou le temps même d'un séjour, plutôt qu'aller ailleurs, va pouvoir profiter des différents atouts. Et c'est tout ce travail-là qu'on mène sur différents champs. Et pour que ça puisse prendre le plus d'écho, pour que ça puisse rendre le plus plausible, on essaie de travailler le plus possible avec nos sociopros. Et la première des choses, par exemple, on parle beaucoup de co-construction. Et pour moi, la meilleure des manières de pouvoir le faire, c'est déjà de leur donner une place. Et lorsque, ça peut être l'air de rien, mais lorsque vous avez comme vice-président, non pas un élu de plus, mais un socio-professionnel dont c'est le métier et qui est désormais vice-président de l'Office de tourisme, ça apporte aussi du crédit à ce qu'ils font et ça permet aussi de pouvoir vraiment se fixer des orientations, mais qui ne soient pas en décalage avec les priorités, avec les besoins. Et ça, c'est une chose aussi, c'est d'accepter que les solutions puissent provenir d'ailleurs et que vous êtes là juste pour les mettre en musique. Et quand on parle de transversalité, imaginez si quelqu'un compose une chanson et que vous avez 12 personnes qui vont faire un extrait. Ça ne fait pas une belle chanson à la fin. Ça fait des beaux morceaux, mais ce n'est pas compatible. Aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, c'est réussir à faire une belle musique et que ça puisse soulever de la fierté aussi. Parce qu'on a parlé quelque part, on a un sentiment d'infériorité parce qu'on dit toujours c'est toujours mieux ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a qu'à regarder l'attractivité aussi bien dans l'habitat que dans le monde économique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nous où ça va être le mieux. On peut être que convaincu quand. Bah oui, surtout. Oui, Rappelle-toi quand tes on y vit. articles il y a 10 ans, et est-ce que tu riras les mêmes dans 10 ans? Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Comment Jean-Marc, si vous pouvez, je me rappelais de votre prénom, mais j'étais juste qu'il lâchait pas le micro. Oui, effectivement, sur la transition écologique, hein, pour reprendre l'allégorie de Michael sur la musique, la transition écologique et les politiques de l'énergie en termes généraux, mais la transition écologique, c'est un peu une partition qu'on doit avoir de façon commune à tout l'orchestre de l'agglomération, à tous les services et à la fois aussi à toutes les vice-présidences, parce que les transverses, c'est un petit peu comme les finances, c'est transverse, mais la transition écologique, c'est aussi c'est un axe qui a été vraiment donné sur cette mandature, qui doit justement être prépondérant dans tous nos décisions politiques, nos décisions en particulier de mise en avant de notre territoire. On a des atouts sur notre territoire, on a discuté tout à l'heure avec Mickaël, mais on a des vrais atouts aussi au niveau environnement, au niveau énergétique. On a des projets ensemble là, qui j'espère, verront le jour dans les mois à venir et qui vont dynamiser le territoire, dynamiser au niveau économique et qui vont aussi redonner à l'agglomération de Saint-Brieuc une image peut-être plus moderne et plus d'un point de vue environnemental, plus attractive aussi. Et donc, toute cette transition écologique, tous ces axes de transition écologique doivent, par voie de fait, retomber sur l'économie, sur le tourisme, sur la mer. Enfin, voilà, c'est vraiment transverse sur la culture aussi. Ça doit être aussi quelque chose d'attractif, qui doit être un dénominateur commun à l'ensemble des politiques et à nous élus de l'avoir dans chacun de nos projets. Pascal, on va finir par vous, puis après j'ai 2-3 questions à vous poser plus directes. Ouais. Comment définir le périmètre de nos interventions? C'est pas forcément simple. Quelquefois, on va le faire avec des géométries complètement variables. On va pouvoir quelquefois travailler avec quelques communes concernées par une thématique. On va travailler quelquefois sur le périmètre de l'agglomération, mais on devra sûrement aussi travailler avec le département en partie, mais aussi avec les EPCI voisins. Et quelquefois, ce ne sera pas simple parce qu'on sera partenaire sur certains projets et concurrent sur d'autres. Donc, c'est d'arriver à faire la balance et le juste équilibre entre toutes ces différentes politiques-là. Et c'est vrai que le travail des élus doit être important et surtout la volonté de travailler ensemble. Même si on est concurrent pour accueillir certaines entreprises, eh bien, ce sera vraiment le volontariat sur le reste qui devra être primordial, quoi. Autrement, ce sera compliqué pour tout le monde, quoi. On a vu ce matin dans les 6 premières interventions qu'on était plutôt sur des services publics incompressibles. On ne va pas demain. Là, on est sur des choses un peu, je l'ai appelé tout à l'heure périphériques. C'est-à-dire, elles sont nécessaires. Non, mais je le mets comme ça dans le sens où ils peuvent être substitués ou délégués à du privé. Vous pourriez faire il y a certaines choses qui pourraient être totalement déléguées. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est
est-ce que l'agglomération de Saint-Brieuc, dans votre regard, doit être interventionniste sur toutes ces politiques publiques? Pour vous, il y a des choses, notamment dans ces 4 aménagements, transition éco, développement éco, tourisme et sport et culture, où vous devriez être moins présent, alors pas forcément que financièrement, pas juste le petit coup de pouce ou pas du tout, mais est-ce qu'on doit garder. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Ici, on est dans un outil où il y a une délégation de service public. Pour autant, vous avez un bureau des congrès. Voilà, je vous pose la question, est-ce qu'il est par exemple, si on prend un exemple, hein, je ne juge pas du choix. Je me dis, pour beaucoup de choses comme ça, on délègue des choses, mais on en garde toujours un petit lien. Alors, on pourrait garder un lien uniquement dans le contrôle et puis dans la relation de service de DSP, mais pour autant, on garde encore un lien public. Alors, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que ça l'est? Voilà. Mmh. Alors, juste rappeler que Ouais. c'est vrai que le bureau des congrès, Je prends un exemple, hein, on peut se poser la question quand il n'y a pas de congrès. S'il y a lieu d'avoir un bureau des congrès. Mais Je dis pas si alors je remets pas l'intérêt d'avoir un bureau des congrès. Ouais. C'est En fait, par qui il est géré, en fait, surtout? le Voilà. bureau des congrès, c'est plutôt une instance qui permet aux différents sociopros qui peuvent avoir un intérêt, je pense à des traiteurs, les hébergeurs, comment dire, les gens qui s'occupent de la mobilité. Si vous les rassemblez pour justement créer l'effervescence pour faire venir des congrès, ça a un intérêt. Et d'ailleurs, en fait, il n'y a qu'à comparer ce qui se passe ailleurs en France. Les bureaux des congrès existent où est-ce qu'il y a des grandes villes de congrès. Ouais. Donc, ça a un intérêt. Je Parce dis que pas ça de- ouais, permet ouais. à des personnes de se rencontrer Ouais. et d'échanger sur les problématiques et de trouver des solutions. Mais est-ce que ça Chose ne que devrait ne pas être pourrait pas faire la à votre collectivité. délégataire de le faire, par exemple, sur ce Si, cadre-là? c'est possible Ouais. s'il est fait. Mmh. Après, le bureau Ouais, des non, congrès, il a OK. tendance à vouloir travailler sur plusieurs. Par exemple, il y a un palais des congrès à On est Saint-Quay-Portrier. d'accord que c'est Donc voilà, pas c'est il est pour pas ça. il est sur Voilà. plusieurs, Et plusieurs c'est vraiment sites, c'est pas que pour celui-là. volonté-là, c'est de rassembler Mmh. les différents sociopros autour de cette problématique, de trouver des Ah solutions ouais, pour faire mmh. venir des congrès. C'est tout Non, non, mais simplement je le prenais rôle. un exemple, mais voilà, est-ce que la question est assez simple. Est-ce que tout doit relever de l'action publique? Voilà. Non, non, mais enfin, je veux vous le faire entendre. Non, mais Parce qu'on et je c'est voulais intervenir parce que quand on parle de redéfinir des périmètres de nos interventions, souvent à la clé, il y a un chèque. Il peut y avoir aussi une intervention de nos politiques publiques sans forcément le chèque. C'est-à-dire qu'on va mettre à disposition des entreprises de l'ingénierie, du savoir-faire, voire créer du lien et de la médiation. Et c'est ce qu'on va faire dans la politique de la mer. Moi, je n'ai pas de budget particulier. Le seul budget que je vais créer, enfin, c'est par la commission mer et littoral, où là encore, on n'en a pas parlé, c'est le lien entre l'Europe, la région et les intercommunalités. Et on va avoir un effet levier. C'est-à-dire qu'on va avoir, normalement, si on l'obtient, une enveloppe d'1 million d'euros. de l'Europe? 1 million d'euros, Ouais. oui, qui va être fléché vers l'aquaculture, la pêche, vers l'innovation et la formation, mais c'est 1 million injecté sur notre territoire, enfin sur 2 intercommunalités, il faut le dire, mais qui va mobiliser pratiquement 3 millions d'euros. Donc ça veut dire qu'on va, du fait, c'est ce que disait tout à l'heure Pierre, on met 1 000 euros, on a un effet levier, là, c'est quand même 1 million d'euros, hein, c'est un petit peu plus, hein, je suis désolé. Mais ce qui veut dire que c'est pas forcément que le chèque, c'est aussi l'ingénierie, la mise en réseau. C'est ce qui est demandé aujourd'hui par les acteurs économiques. Je pense à la CCI. Quand on prend par exemple la compétence portuaire, le port, c'est plutôt départemental aujourd'hui ou régional. Régional, ouais. Quelle est la place d'une intercommunalité? Elle est à définir. On crée une SPL départementale qui va gérer les activités de plaisance. Comment les intercommunalités vont s'engager? Est-ce que c'est un chèque ou est-ce que c'est une politique d'innovation et de formation? Donc, c'est ces portes d'entrée, à mon avis, qui sont fondamentales. C'est des bureaux, c'est du savoir-faire des agents territoriaux, d'où un pôle, mais pas forcément un chèque à la sortie. Ouais, ouais, tout à fait. Il y aura Hervé après qui voulait réagir. Oui, la question posée effectivement, est essentielle sur la répartition éventuellement, de ce que doit prendre en charge, l'agglomération et puis éventuellement, le secteur, marchand. On doit se poser la question, je pense, au niveau des équipements sportifs, effectivement, des équipements qui existent ou qui sont, à venir. C'est vrai que je pense qu'il y aura la question sur, notamment la gestion du golf. Alors on ne peut pas préjuger parce que là, bien évidemment, on mettra avantages, inconvénients, je dirais garantis qu'il peut y avoir, sur chaque formule.
Lorsqu'on parle également hébergement dans certains équipements, est-ce que c'est à l'agglomération de porter ça? C'est quand même pas dans l'ADN d'une agglomération de gérer, des hébergements, donc Non, non, on est bien ça, je d'accord, pense, ouais, ouais. genre de questions. Mmh. Au niveau des piscines, autant, je dirais que l'action publique se doit de conserver tout ce qui est, apprentissage de la natation dans un souci d'égalité, d'équité plutôt, d'accessibilité de tous les publics, ça c'est très, très important. Autant on sait que les usagers sont de plus en plus en demande de services périphériques, de services de bien-être, avec, je dirais, des hammams, toutes sortes de dispositifs qui sont très complémentaires des bassins eux-mêmes. Mais là aussi, on se pose la question de savoir est-ce que c'est à l'agglomération de porter ça, parce que il y a quand même non seulement des Les investissements, investissements, ouais. mais par contre, en contrepartie, il y a des recettes aussi qui ne sont pas négligeables. Donc là, vraiment, c'est aussi un dossier qu'il faut ouvrir sans tabou pour pouvoir y réfléchir. C'est notamment dans l'audit, si vous parlez des piscines, il y avait une KPMG proposait d'ouvrir des créneaux de piscine aux acteurs privés pour des activités rémunératrices, par exemple, sur la partie piscine, Et pas sur la pourquoi pas, mais pas voilà. au détriment, Voilà, mais effectivement, je dirais, de comment créneaux voilà, voilà, c'est pour les voilà, comment on scolaires, des choses comme réussit ça. Voilà, c'est à réussir ce c'est mix, toujours en cet fait. équilibre Ouais, à ouais. trouver pour que l'action de l'agglomération soit une plus-value et non pas une confiscation de ce qui pourrait Tout très à bien se fait. faire Ouais, de façon tout à fait légitime et efficace avec le et secteur pour marchand, mais ouais, au contraire apporter une plus-value. ouais. Hervé, tu voulais, Sbec est un bon exemple de ça. C'est-à-dire que l'activité lucrative qu'on peut faire dans la piscine, autant qu'on le fasse nous-mêmes, parce que de toute façon, c'est nous qui portons et il faut aller chercher à la rentabilité. Par contre, sur un territoire comme celui-ci, dans lequel on mixe des activités privées qui vont amener de la population, qui vont faire connaître et qui vont permettre d'aller aussi dans nos centres stérédènes ou sur le pôle de la piscine, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on développe nos terrains, notre territoire en amenant de l'activité de loisirs privée. Cette activité de loisirs privés dont on n'a pas fonction à la faire, puisqu'on n'est pas des commerçants, va amener de la population qui enrichit et redynamise nos outils publics. Donc là, on est dans un ensemble qui est plus efficace. Et moi, je voulais rebondir sur un dernier point, c'est qu'au travers de l'audit, on parle d'aujourd'hui, tout le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ouais. fait? Aujourd'hui, nos décisions. Mais je pense que la fonction de l'agglomération et des élus que nous sommes, hein, c'est de préparer l'avenir. Et c'est une autre dimension. À chaque fois qu'on fait une stratégie, à chaque fois qu'on fait un audit, qu'on réfléchit sur le territoire, on ne fait pas du quotidien forcément, on prépare ce qui va se passer dans 5 ans. Et c'est la fonction de l'élu. C'est pas que de gérer le quotidien. C'est absolument de préparer le territoire dans lequel les gens vont vivre dans 5 ans. Et c'est là où est votre difficulté, c'est que vous êtes rattrapé par le quotidien, même en cherchant à se projeter à 5 ans. On a bien vu vos techniciens quand ils ont vos directeurs, excusez-moi, quand ils ont présenté, grosso modo, leur échelle de temps, c'était 2023. On voyait bien, hein, les échelles s'arrêtaient pas plus loin que ça. On leur demandait c'était sûrement la feuille de route. Vous, votre feuille de route, elle est dans le cadre d'un projet de territoire que vous avez fait à 5 ans, je crois, vous l'avez fait? Est-ce que c'est là la difficulté? C'est que vous vous projetez à 5 ans? On a tous vu que si on avait fait un projet de territoire il y a 2 ans, il se serait fracassé, face à ce qui s'est passé il y a en mars 2020. Vous avez su réagir. Est-ce que c'est pas là où est-ce que c'est le bon schéma, le projet de territoire à 5 ans dans une société où la réactivité, la mouvance va encore faire plus partie de notre quotidien? Voilà, je vous le pose comme ça, mais Hervé Mais a bien donné ce qui devrait être le ouais. rôle d'un politique, c'est d'impulser la Les vision. collectivités maîtrisent le temps long. Le Ouais. monde économique ne maîtrise pas le temps long. Mmh. C'est nous. Donc le temps long, à 3 ans, on le sait tous, c'est pas assez. C'est le temps d'un marché public. Ouais, ouais. Donc il faut au moins que ce soit sur 5 ans, une durée d'exécution politique. Cette maîtrise-là, c'est notre responsabilité. Mais il ne faut pas croire, hein, tous les services et les directions sont organisés sur une sorte de 80-20. 80% de quotidien, 20% de projet. Et ce projet, c'est ça, hein, c'est la maîtrise du temps long, hein. Oui, tout à fait. On a une vision en tant qu'élu, mais les techniciens, évidemment, une vision qui s'adapte. Oui, ça on On est d'accord. sait, Ouais, effectivement, il nous faut réagir à court terme, mais bien évidemment, on voit beaucoup plus loin. Je pense que le projet d'établissement de la briqueterie, ben, ce n'est pas pour 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est de faire le constat de son évolution, de son histoire, et de se dire, si on reste comme ça, c'est terminé dans quelques années, on sera passé complètement à côté des attentes et de l'évolution normale de la demande culturelle. Donc, voilà, on s'adapte, on réagit et on anticipe. Et Thierry, on va juste commencer par Jean-Marc, parce qu'il avait levé Non, le doigt tout à l'heure. je souscris à ce que dit Hervé sur le temps long. Quand on est sur des projets, par exemple, là, on a les projets de l'hydrogène, par exemple, on s'inscrit sur Ouais. 20-30 ans. On va engager l'agglomération si
si notre projet est retenu par l'ADEME, on peut engager l'agglomération sur 20-30 ans sur des choix techniques qui vont être très impactants et d'une part en termes d'image, mais en termes de technologie, de technique, d'un écosystème sur lequel on travaille avec les CCI, avec d'autres partenaires, pour justement, donc là, sur l'attractivité du territoire, là, on est vraiment dans le temps long, voire même très long. On est au-delà de 5 ans. Ouais. Non, on est d'accord. Ouais, il fallait bien aussi impulser politiquement. sur les usages, sur les mobilités, sur l'image que l'on veut donner d'une agglomération. Voilà, le quotidien aujourd'hui nous pousse à réfléchir vite sur l'avenir parce qu'on voit bien il y a des usages aussi qui se bouleversent en ce moment sur les mobilités, sur l'usage de la maison individuelle. On voit bien le rapport que l'on a aussi au niveau de la maison individuelle dans cette transition écologique, dans l'aménagement de notre futur PLUI. Enfin, c'est tout ça qu'on a aussi en réflexion. Et là, on n'est pas sur du 3 à 5 ans, on est sur pour moi, du 10-15 ans. Thierry, on va finir par vous. Le projet de territoire, on Oui, l'avait Michael, déjà écrit il y a pratiquement 2 ans. Il y a la crise Covid. Alors, c'est banal ce que je vais dire, mais on s'est pris plein de fouet la crise et on a vu qu'il fallait que les communes et les intercommunalités soient très, très réactifs par rapport à la vaccination, par rapport à l'isolement, etc. Et on s'est pris plein fouet un nouveau périmètre qu'on nous a quasiment imposé. C'était l'accès aux soins et la santé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 2 ans, on n'y aurait peut-être pas pensé, mais la question est posée aujourd'hui. D'ailleurs, on a un travail qui est mené sous la responsabilité de Loïc et en lien avec plusieurs élus sur une compétence. Alors là encore, on va se poser la question, quel est le périmètre? Est-ce que c'est une compétence qu'on prend ou pas? Il faudra qu'on réponde à la question parce qu'il y aura peut-être d'autres crises, il y aura peut-être d'autres épidémies et c'est quand même un questionnement. On a d'autres questionnements aussi aujourd'hui, périmètre des interventions. Là encore tout à l'heure, je parlais de la mer, mais il y a aussi le trait de côte. Personne n'en parle. C'est une vraie problématique aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est de l'argent qui est dépensé énormément pour de la reconstruction. Comme je dis, on va faire du mécano. C'est pratiquement 200 ou 300 000 euros par commune par an. Est-ce que c'est une politique qu'on doit apporter à l'intercommunalité, commune, une politique d'État? Quelle est la responsabilité des communes et la responsabilité des riverains? Donc, c'est des vraies interrogations. Donc, on n'arrête pas d'ouvrir de nouveaux chapitres. C'est bien de les ouvrir, mais il faut aussi de temps en temps savoir les fermer. Les fermer, ouais, c'est ce qui est sûrement le plus dur quand vous les avez ouverts, c'est le plus dur. Michael, pour finir, on va. Oui, c'était juste pour, effectivement, tu parlais du temps long et des enjeux auxquels on était confrontés directement. Le Covid a été un accélérateur pour plein de choses. Et effectivement, on ne peut plus regarder la manière de se développer comme on pouvait le voir il y a quelques années. On en est tous conscients. Le zéro artificialisation nette, ça veut dire requalification de friche. Une friche, avant, était une verrue dans un paysage. Maintenant, ça devient une opportunité de pouvoir se développer. C'est un potentiel. Donc tout ça, ça évolue beaucoup. Ce sont des discussions que nous avons. Quand on parle de consommer local, alors aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une volonté politique. Demain, ce sera une obligation lorsque le pétrole sera trop cher pour mettre dans les véhicules. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus importer. Donc ça signifiera qu'on devra avoir un regard sur comment s'alimenter sans devoir importer et comment faire en sorte que nous ayons cette chaîne vertueuse au sein de notre territoire. Parce que quand on parle de requalification de friches, quand demain nos déchets ne pourront pas être externalisés, il nous faudra les valoriser dans notre périmètre et on en aura encore plus besoin puisque si on n'artificialise plus, ça veut dire qu'on va démolir pour reconstruire. Donc ça veut dire qu'on va produire encore plus de déchets. Et ben tout cela, en fait, c'est des politiques qu'on aborde au sein des différentes, comme Carval ou bien l'agglomération. Mais tout ça, c'est des occupations que nous avons, mais par contre qu'on doit traduire en actes et des choses peut-être auxquelles le monde économique n'est pas encore confronté directement, mais que nous devons anticiper pour ne pas se retrouver dans le mur. C'est aussi ça le rôle, quelque part, d'une agglomération dans les différentes politiques qu'on mène. Ok, bon, merci. Il est 12h30, donc on va s'arrêter puisqu'on avait... je vous redonne juste le timing. On va avancer la reprise. On va reprendre à 14h au lieu de 14h30. Donc je vous demande d'être là pour 14h pour qu'on puisse finir un peu plus tôt, vers 16h30 au lieu de 17h. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous à 14h ici, après déjeuner. Je crois que le déjeuner est dans là où il y a eu le café tout à l'heure. Ah ouais, c'est marrant, mon président m'a appelé ce matin. J'ai eu Charline. Oui.
on se voit, tout ça. Voilà. Et Herlé m'en parlait ce matin. J'ai dit, Herlé Boulard. Ouais. C'est marrant, je lui dis, je vais sûrement j'en faire plus. Ouais, bon, je vais prendre ton numéro de téléphone, je vais se tutoyer, ça va être comme ça. Et en fait, non, parce que vous voudrez faire sur les aides à la sur les aides que vous avez annoncées, le catalogue d'aide, la part et tout ça, on voudrait en informer